Alors nous sommes toujours dans la définition de l'assiette. Voyons maintenant rapidement l'assiette selon la fiscalité des échanges, hein. Je rappelle que ce qu'on a vu jusqu'à présent, y compris la formule magique, concernait essentiellement l'assiette des revenus ou des bénéfices. Et donc maintenant on va voir les autres formes de fiscalité, essentiellement donc la fiscalité des échanges, l'assiette dans le cadre de la fiscalité des échanges et l'assiette dans le cadre de la fiscalité du patrimoine. On va le voir très, très rapidement. Alors dans le cadre de la fiscalité des échanges, on a vu que l'assiette pouvait être constituée soit du prix hors taxe d'un produit ou d'un service, c'est le cas général, et dans ce cas-là, donc, il n'y a pas de difficulté à déterminer ce prix. L'imposition, je prends l'exemple de la taxe sur la valeur ajoutée, va être assise, c'est le terme qui convient par rapport à assiette, l'imposition va être assise sur la valeur hors taxe du bien ou du service. Alors quand je dis assise, c'est comme être assis. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le terme axis qu'on a vu précédemment, excess duty. Il y a aussi en matière de fiscalité des échanges euh, une assiette qui peut être différente, mais cette assiette-là va porter sur les quantités ou la quantité d'un produit. Ça vaut pour le cas particulier des carburants, des énergies, des alcools et des tabacs en particulier. Alors pourquoi on a cette organisation pour ce type de produit-là? Eh bien, en fait, pour deux raisons. Une première raison est une raison historique. Ce sont en général des produits, je parle en particulier de l'alcool et des tabacs, mais on pouvait également avoir des produits comme le sel, etc. Ces produits-là, historiquement, ont fait l'objet de ce type de taxation, tout simplement parce que les prix sur lesquels, à défaut des quantités, on aurait pu asseoir la taxation, ces prix étaient très très variables d'une région à une autre, etc. Et donc, dans l'ancien temps, on a préféré isoler en quelque sorte ces produits dont les prix pouvaient être très, très variables, à la fois selon la saison, à la fois selon éventuellement la région, etc. Et assurer en quelque sorte sur la base de quantité des recettes constantes au pouvoir public qui percevait cet impôt. Et puis, il y a une deuxième raison qui s'est greffée à ça un peu plus récemment, dans le courant du XXe siècle. C'est que ce sont, si vous regardez bien, les produits qui sont concernés par l'imposition, le calcul de l'assiette sous forme de quantité et non pas de valeur, ce sont des produits qui sont fortement taxés. Le carburant est considérablement taxé, certaines énergies aussi, un peu moins le gaz, etc. Les alcools et les tabacs, pour des raisons en particulier de santé publique, sont extrêmement taxés. Le carburant, pour des raisons fiscales et des raisons de lutte contre la pollution un peu plus récentes, sont beaucoup taxés. Ça pose d'ailleurs le problème des carburants hors taxe, hein, défiscalisés. Donc on a souhaité déconnecter ces produits de leur valeur pour pouvoir justement mettre en œuvre un traitement particulier. Vous remarquerez aussi que ces produits, la plupart de ces produits, en particulier les alcools et les tabacs, euh, bénéficient d'un traitement à part, également dans le cadre du calcul de l'indice des prix à la consommation, puisque ces produits-là sont retirés du calcul et du panier de la ménagère, comme on dit, qui sert à calculer le taux d'inflation. Donc voilà, on a une catégorie de produits spéciaux qui sont isolés et dont on compte les quantités et non pas le prix. Dernière petite observation, comme je l'ai indiqué un peu plus haut, c'est la direction des douanes et droits indirects qui contrôle la fiscalité de ces produits et non pas la direction générale des finances publiques. Donc il y a également une organisation au niveau de l'État pour suivre en quelque sorte ce type de fiscalité des échanges particuliers.
Alors, troisième type de conception de l'assiette dans le cadre de la fiscalité du patrimoine. Donc l'assiette dans le cadre de la fiscalité du patrimoine. Donc je vous rappelle qu'on a distingué trois grands types de fiscalité hein, parmi toutes les distinctions qu'on a essayé de mettre en évidence. Bon, il y a une distinction qui concerne, enfin il y a l'impôt sur les revenus, la fiscalité des revenus, il y a la fiscalité des échanges et il y a la fiscalité du patrimoine. Voilà trois grands types de fiscalité. Donc nous, on va se concentrer sur la fiscalité des revenus et en particulier la fiscalité des revenus des entreprises. Alors, l'assiette dans le cadre de la fiscalité du patrimoine, alors en principe, ça pose relativement peu de problèmes. La fiscalité du patrimoine intervient, par exemple, pour un certain nombre d'impositions foncières concernant donc des terrains bâtis ou non bâtis, des immeubles, etc. Enfin, des immeubles au sens bâtiment, etc. Ça, la fiscalité du patrimoine intervient aussi dans certains cas pour taxer un certain nombre de valeurs mobilières. Également, les œuvres d'art sont concernées par cette fiscalité. Comme je l'indique sur la diapositive, le principe, c'est que dans ce cas-là, on prend le prix réel, s'il existe un marché permettant de déterminer le prix réel, ou alors la direction des finances publiques va procéder à l'évaluation des biens concernés. Alors, dans certains cas, en particulier pour ce qui concerne les droits de succession, donc les héritages, l'assiette de la fiscalité ne va pas être constituée par l'intégralité des biens concernés ou l'intégralité des valeurs mobilières concernées, mais par ce qu'on appelle dans ce cas particulier l'actif successoral, qui est une évaluation du patrimoine avec, comment dirais-je, valeur des actifs et des biens moins les dettes. Donc actif moins passif, si vous voulez reprendre des termes plus communs en matière de gestion. Voilà ces quelques mots donc, sur la fiscalité du patrimoine. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour ce qui nous concerne. Alors j'indiquais en introduction que la fiscalité du patrimoine en matière d'entreprise est un peu plus complexe ou est complexe dans la mesure où le patrimoine d'une entreprise, que ce soit le patrimoine d'un chef d'entreprise qui sert à la production ou le patrimoine d'une société, va faire l'objet de différentes évaluations, notamment en termes de comptabilité, avec également la prise en considération à la fois du rôle du patrimoine dans le travail de l'entreprise, dans la production de l'entreprise, du rôle économique du patrimoine qui intervient, et une deuxième prise en considération sur la dégradation de la valeur du patrimoine dans certains cas, avec notamment les notions d'amortissement. Alors on reverra les notions d'amortissement fiscal, les différents types d'amortissement fiscal dans le cours, mais on ne prendra pas en compte la fiscalité du patrimoine à proprement parler. Alors en résumé, comme je l'indique dans la diapositive que vous avez sous les yeux, il n'y a pas d'impôt quel qu'il soit sans assiette. C'est une généralité. Alors naturellement, on ne s'occupe pas de toutes les bases d'imposition, de toutes les assiettes, comme je l'ai indiqué, mais le terme assiette est vraiment très 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 important en matière de fiscalité. Alors, je voulais ajouter quelques aspects hein, par rapport à ça. Quand je dis pas d'impôt sans assiette, ça illustre plusieurs choses. Et en particulier deux aspects importants que je vais vous indiquer rapidement pour conclure sur cette définition des assiettes. D'une part, première chose, première illustration de cette notion pas d'impôt sans assiette. D'une part, techniquement et juridiquement, on a vu le caractère central de la notion d'assiette, et en particulier dans la formule de base, la première formule qu'on a évoquée, impôt égale assiette multipliée par taux d'imposition. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très très générale, comme je l'ai indiqué, à la fois l'imposition des revenus, à la fois pour l'imposition des échanges et à la fois pour l'imposition du patrimoine. Et ça permet d'ailleurs de distinguer d'une certaine manière les recettes fiscales
On reverra au détour de notre cours ces notions-là, les recettes fiscales des autres recettes de l'État, et en particulier, par exemple, des recettes d'amende pénale ou d'autres choses. Alors, justement, à contrario des recettes fiscales, il y a d'autres recettes de l'État qui n'ont pas d'assiette et donc n'ont pas de caractère fiscal. Ça, c'est un point très important dans la structure du budget. Ça, c'est le premier point, pas d'impôt sans assiette, et sur l'importance de cette notion d'assiette. La formule que je viens d'évoquer, pas d'impôt sans assiette, montre également le caractère contributif et consenti de l'impôt. On en a assez peu parlé jusqu'à présent, ni dans l'introduction, ni dans la définition générale de l'impôt, mais c'est un point important. Et en particulier, je dis par parenthèse en tout cas, vous noterez que les impôts, dont ce qu'on appelle dans le cadre du budget les recettes fiscales, ne constituent pas l'ensemble des recettes de l'État. Mais en moyenne, selon les États, 80 à 90%, selon les États et les époques, 80 à 90% des recettes, et généralement des dépenses, si le budget est équilibré, des recettes nettes qui sont budgétées. Il existe en effet des recettes qui ne sont pas fiscales, donc une petite part du budget, hein, des recettes qui ne sont pas des recettes globales, qui ne sont pas des recettes fiscales, et en particulier quelques recettes qui sont typiques. Je voudrais simplement les évoquer pour vous les remettre en mémoire, parce qu'elles viennent souvent dans le débat, y compris le débat politique, économique et social, dont on a parlé en introduction. Des recettes non fiscales, et ben, par exemple les dividendes que perçoit l'État lorsqu'il est actionnaire dans des sociétés où il est majoritaire ou minoritaire, qu'importe. Il a des actions, et donc, comme un particulier ou comme une société, ben, l'État actionnaire reçoit des dividendes des sociétés auxquelles il participe et qui ont une activité, je dirais, lucrative. Alors, quelques exemples que vous connaissez parmi mais il y en a énormément, hein. Électricité de France. Je crois que l'État est actionnaire à plus de 80% d'EDF. Air France. Bon, la participation de l'État à Air France a considérablement diminué depuis les débuts de la privatisation, donc qui remonte au milieu des années 90. Les chantiers de l'Atlantique, donc qui fabriquent les paquebots que vous connaissez, de renommée mondiale. Renault, l'ancienne Régie nationale des usines Renault, donc Renault société anonyme, donc depuis la privatisation, également une société où l'État a des participations. Alors après-guerre, hein, en 1945, Renault avait été nationalisée, était une entreprise à statut spécial. On appelait ça une régie nationale. Elle était la seule de son espèce, hein, faisait l'objet d'une loi particulière, Régie nationale des usines Renault, et était donc propriété de l'État à 100%. Thales, donc l'ancien groupe qui est l'ancien groupe Thomson, qui est donc en pointe dans les technologies, et en particulier tout ce qui est avionique, militaire, etc. Airbus, donc l'État participe également à Airbus. L'État participe à la Société nationale des chemins de fer français, donc la SNCF. À la Poste, hein, qui a été transformée, qui est passée d'administration à établissement public, et puis je crois au début des années 2000, en 2003, a dû être transformée en société anonyme, où l'État est majoritaire, hein. France Télévisions également, hein, qui a vu son statut évoluer depuis la radio-télévision française après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Donc on a un groupe France Télévisions qui a une gestion à caractère privé, des statuts privés, des personnels, etc., qui dépendent du droit du travail en particulier. La Française des Jeux, hein, dont on a parlé récemment, puis on pourrait encore reparler d'Aéroports de Paris, etc. Donc il y a une gestion des participations de l'État dans ces sociétés, et ces sociétés, en général, rapportent de l'argent, et cet argent qui est versé au budget de l'État n'est pas de l'argent qui provient de recettes fiscales, mais provient de recettes qu'on appelle non fiscales, donc les participations de l'État. Donc ça, c'est un premier grand type de recettes non fiscales. Et puis je passe rapidement, on a d'autres types de recettes. On a les produits du domaine de l'État. Vous savez que l'État est propriétaire d'énormément de choses, que ce soit du domaine public ou du domaine privé.
Eh ben, lorsqu'on s'installe sur le domaine public ou le domaine privé de l'État, lorsque l'État l'autorise en tant que propriétaire, ben, on paye un loyer qu'on appelle une redevance domaniale en général pour la location de terrain ou de bâtiments qui appartiennent à l'État. Et donc ça, c'est des recettes non fiscales. Il peut y avoir aussi dans certains cas les recettes provenant de produits de la vente de biens et des services, hein, lorsque l'État exploite lui-même certains services ou infrastructures. Imaginons que l'État soit propriétaire encore, enfin, exploite encore les autoroutes, ben, l'État percevrait des recettes liées au péage des autoroutes en France hexagonale, par exemple. L'État peut aussi percevoir, sur ces aspects hein, de recettes non fiscales, l'État peut aussi percevoir des remboursements et des intérêts de prêts qu'il a accordés. Donc il arrive que l'État accorde des prêts, donc ils sont remboursés, ils ont des intérêts, et là c'est des recettes non fiscales. J'ai évoqué aussi les recettes des amendes, sanctions, pénalités, hein, tout ce qui en général provient de l'activité, en particulier de l'activité judiciaire, les condamnations en quelque sorte. Ben, là aussi, ce sont des recettes qui rentrent dans le budget de l'État, mais dans une partie qu'on n'étudiera pas, hein, la partie non fiscale. Et puis, il peut arriver que l'État reçoive des dons, reçoive en héritage certaines propriétés, ça arrive, hein. Donc, dans ce cas-là aussi, ce sont des recettes non fiscales.